Je vais commencer par me présenter, même si beaucoup d'entre vous ont assisté à d'autres conférences et m'ont déjà vu, mais je vois aussi des têtes nouvelles. Donc, voilà, donc je m'appelle Alain Gobet, je suis en charge de la transition énergétique sur la communauté de communes Vallée de l'Orne et de l'Odon. Peut-être remercier, je ne sais pas s'ils sont présents, mais des représentants de la municipalité de Feugerolles qui nous accueillent ce soir. Ok, bah, merci à vous en tout cas de nous accueillir. Donc ce soir, c'est la 5e et dernière conférence sur le thème de la transition énergétique et écologique. Le but de ces conférences, de ce cycle de conférences, est de mieux comprendre les causes du changement climatique afin de mieux s'y préparer, s'y adapter et surtout d'agir contre ce changement. Ce soir, nous accueillons l'ADEME, qui est représenté par Monsieur Lefrançois, qui va nous éclairer sur plusieurs chemins potentiels. Donc merci à vous d'avoir répondu à notre sollicitation et d'avoir bravé les bouchons, si j'ai bien compris. C'était compliqué. Okay. Donc, précision quand même, nous sommes en période électorale et le devoir de réserve s'applique. Et il va de soi que M. Lefrançois n'abordera pas en aucune façon l'aspect politique sur le thème de la transition. Rappelle aussi également que la conférence est filmée et enregistrée. Présentation aussi des deux personnes qui m'accompagnent, donc Anaïs Grivoil, chargée de la transition à la communauté de communes Vallée de l'Orne et de l'Odon, et qui vous présentera le contexte de la communauté. Et Sébastien, qui lui sera le modérateur, celui qui a en charge que ça se passe au mieux et que tout le monde soit discipliné, on va dire. Et ça, j'en doute pas, jusqu'à maintenant, ça s'est super bien passé, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, je vous souhaite une bonne conférence alors, et puis à tout à l'heure. Oui, c'est à mon tour de vous raconter quelques éléments sur le cadrage de cette conférence. Donc Sébastien Bellet, je suis travailleur indépendant au sein d'une coopérative qui s'appelle Créacop 14, qui est basée à Hérouville-Saint-Clair. Mon métier, c'est d'accompagner les collectivités et les entreprises dans leur transition écologique, mais je suis aussi facilitateur. C'est à ce titre-là que je suis là ce soir, notamment pour faciliter les débats, les échanges qu'on va avoir entre nous, et on vous propose, vous commencez à être habitués pour ceux qui viennent à chaque fois, un certain nombre d'outils pour essayer d'échanger au mieux. Le premier outil, c'est quelques règles pour tirer le meilleur parti du collectif et pouvoir bien discuter ensemble, qui, quand on les assemble, forment le mot apéro, comme vous voyez, pour rester dans un esprit de convivialité et de plaisir d'être ensemble. Donc le premier mot clé pour guider nos échanges, c'est celui de l'accueil. Accueil de toutes les positions, de toutes les paroles différentes, parce que par rapport à ces questions de transition écologique, on a tous des expériences, on a tous des vécus différents, on a tous des émotions différentes. Donc voilà, on est là pour accueillir l'ensemble des paroles. Accueillir ces paroles à condition que ce soit des paroles justes, c'est-à-dire juste dans le temps de prise de parole, pas trop long pour pouvoir mettre à plus de monde de s'exprimer. Juste aussi dans ce qu'on a à dire, c'est-à-dire de pouvoir dire si on exprime plutôt une opinion, pouvoir dire si on exprime plutôt quelque chose qui est avéré, un fait scientifique, c'est pas la même chose, faut pouvoir distinguer les deux. Et puis être dans la parole juste, c'est aussi éviter les généralités, on pense que les citoyens ne sont pas prêts, etc. Ça, c'est des perceptions qu'on se fait des autres, mais c'est souvent la meilleure manière de jamais se mettre d'accord, en fait, de parler de généralité. Par contre, on peut parler de nos expériences, de nos connaissances, de nos ressentis qui nous appartiennent, et cela, on ne peut pas les contester. Pour qu'il y ait une parole juste en face, il faut une écoute active. Donc évidemment, quand il y a une personne à la parole, on évite les apartés dans la salle. Demandez aussi, avant de prendre la parole, juste lever la main. Moi, je me chargerai d'essayer de les distribuer le plus équitablement possible. Responsabilité partagée, ça veut dire que ce qui va ressortir de cette soirée, les connaissances qu'on va avoir acquis ensemble, eh bien, elles tiennent bien sûr du rôle des facilitateurs et de l'intervenant, mais aussi de vous,
public et de la manière dont vous allez vous approprier ces outils, participer et avoir cette parole clé, cette écoute active. Et puis enfin, en bas, c'est oser faire des suggestions, des propositions, oser aussi s'exprimer, parce que voilà, encore une fois, sur ces questions de transition écologique, ce sont des sujets qu'on défriche tous les jours, qui sont encore complètement dans l'exploration. Donc c'est parfois en allant sur des chemins un peu inattendus, en faisant des propositions qui semblent un petit peu farfelues au début, que finalement il y a des choses intéressantes et nouvelles qui émergent, et on a besoin de choses intéressantes et nouvelles pour réussir la transition. Quelques petits outils complémentaires. Vous avez un mur d'expression, c'est-à-dire une feuille qui est au fond de la salle, accrochée sur la grille, qui va servir à recueillir toutes les questions qui n'auront pas trouvé leur place dans le débat, parce que c'était pas le sujet du jour, elles ont émergé. Mais aussi tous vos avis, vos demandes, vos remarques, vos encouragements, vos critiques positives, constructives ou négatives, etc. N'hésitez pas, ça aide à voir voilà l'intérêt que peuvent avoir ces conférences pour vous, et essayer d'améliorer les formats. Et puis donc la collectivité s'engage à donner suite à toutes les demandes, les questions qui pourront être exprimées sur ce mur d'expression. Donc c'est précieux pour nous que vous puissiez laisser un avis en repartant ou des questions. Autre élément, donc c'est ce petit jeu de carton de couleur. Est-ce que tout le monde l'a bien eu en arrivant? Personne ne manque de ce carton de couleur. Ok. Un petit outil que moi j'appelle ABAC, qui est très fonctionnel, avec un micro capricieux, qui sert à capter l'avis de la salle et du public. Et je vous propose de le tester pour voir si la technologie est au point, la technologie de la BAC. J'aimerais savoir si vous avez eu des difficultés dans votre transport pour venir. Donc si c'était très facile pour vous de venir, vous votez vert. Si c'était un peu compliqué finalement de venir ce soir, orange. Et si vous avez eu des bouchons sur la route, quelque chose comme ça, ça sera rouge. Et le bleu sert, si vous n'avez pas d'avis sur une question exprimée, on va voter le bleu. Donc voilà, si tout le monde a ses cartons, je vous demande de lever, et je vois une majorité de verts. Ah, un rouge devant, monsieur Lefrançois. Vous avez été pris sur des bouchons, mais je vois que sinon, un deuxième, là, oui. Sinon, ça a plutôt bien circulé pour venir. Eh bien, je suis heureux que tout le monde puisse rentrer facilement jusqu'ici. Et la technologie fonctionne bien. Ça, c'est le code couleur que je vous redonnerai tout à l'heure quand on aura à nouveau à jouer avec cette ABAC. Et je passe la parole à Anaïg pour le contexte de la collectivité. Merci. Du coup, oui. Et oui, ça va être compliqué. Bah, je vais changer d'outil, effectivement. Donc, petites infos, profil énergétique pour ceux qui n'étaient pas là lors des précédentes conférences. Et ensuite, un petit focus sur la démarche. Donc, vis-à-vis de notre territoire, donc on a une communauté de communes de 27 000 habitants pour 23 communes entre Fontaine-et-Toufour, Fournier-le-Marmion et Évrecy-Montigny-la-Quenne. Donc on a globalement une consommation de 364 gigawattheures. Là, ça ne parle pas forcément très bien, mais c'est pour voir les ratios ensuite. Donc on a quasiment les 9/10 des consommations du territoire qui sont liées au résidentiel et au transport. Donc voilà, c'est deux secteurs phares sur lesquels se portent les actions de la collectivité en termes de transition aujourd'hui, et en termes de répartition par énergie. Donc les 2/3 sont liés aux énergies fossiles pour une facture de 31 millions d'euros, donc autant d'argent qui sortent du territoire. Et voilà, donc l'électricité représente 1/4 de ces consommations. Et autrement, c'est le bois énergie qui représente 98% de la production d'énergie renouvelable sur le territoire. Et puis le reste, c'est du solaire, quoi. Donc vis-à-vis de la démarche en cours et passée, donc c'est depuis 2017 que la Commission transition énergétique travaille sur ces questions sur le territoire. Donc elle a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME et de la région.
qui lui a permis de lancer une démarche de scénarisation de la transition énergétique et d'élaboration d'un programme d'action sur les thématiques qu'on va voir aujourd'hui, mobilité, habitat, production d'énergie renouvelable. En 2021, voilà, petit événement, c'est sur la commune de, donc c'est Fresnel-Plüsseux, c'est une commune limitrophe. On a un développeur donc, qui s'appelle Neoen qui a implanté un mât de mesure éolien sans concerter avec les collectivités concernés par leur projet. Et donc, sur Fontenay-le-Marmion, il y a une consultation citoyenne qui a été mise en œuvre et qui a, voilà, pour lequel il y a eu 90% de non au projet de Neoen. Et pour autant, le développeur a continué à développer. Du coup, on s'est dit avec le comité de transition, réalisons une étude de gisement pour définir déjà quel est le potentiel brut du territoire. Voilà, le potentiel brut, c'est le potentiel réglementaire, donc c'est dire comment ce qui est faisable réglementairement. Bon. Et donc, enfin, étude de gisement, potentiel éolien et photovoltaïque au sol, je précise quand même. Et du coup, le comité qui a suivi l'étude a souhaité co-construire la part politique de cette étude lors d'ateliers de co-construction qui visait à recueillir les idées, peurs et envies vis-à-vis du développement de ces énergies pour les traduire en critères de développement acceptables pour le territoire. Et donc il en est ressorti une synthèse qui est disponible sur notre site internet. À la suite de ces ateliers, enfin pendant ces ateliers surtout, les participants ont exprimé vouloir avoir des informations sur ces thématiques, déjà revenir aux fondamentaux de la réflexion relative à la transition et souhaiter des informations sur la thématique éolienne, sur les impacts qu'il peut y avoir. Et donc, voilà, on a proposé ce cycle de conférences donc qui vise à apprendre, à s'acculturer sur ces sujets, voilà, dont on entend beaucoup parler, mais de manière sporadique, parcimonieuse dans les médias. Et on n'en a pas une vision globale, donc là c'est l'objectif. Et pour se mettre en lien, échanger, voilà, imaginer sans dogme un avenir commun. Et ce n'est pas pour faire du bourrage de crâne, de toute façon vient qui veut, de toute façon, pour cacher quelque chose, ou non, on n'a toujours pas de projet éolien. Donc ce cycle de conférence a commencé par une intervention de RTE qui nous a expliqué qu'il n'y a pas lieu d'opposer énergie nucléaire et renouvelable, que la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, le nucléaire et les énergies renouvelables étaient les piliers d'une transition faisable, réalisable. Ensuite, il y a Negawatt qui nous a notamment préconisé une accélération radicale des rénovations très performantes. Et sur les mobilités, ils ont expliqué que la seule électrification n'est ni possible ni suffisante. Donc, ensuite, les shifters nous ont parlé des grandes limites planétaires. Donc, il y en a 9, il y en a 6 qui sont déjà atteintes, et notamment qui sont déjà dépassées, et notamment la question du changement climatique, du fait des émissions de gaz à effet de serre qui évoluent. Donc, ils nous ont... voilà, qu'on a vu ensuite. Donc là, petit focus sur quelques chiffres qui nous ont donné sur les 4 domaines d'action pour territorialiser la transformation
de notre territoire vers une meilleure résilience. Donc ça concerne les déplacements à la campagne. Donc voilà, un petit chiffre, c'est que les 2/3 des habitants peuvent accéder à pied ou à vélo aux soins médicaux, mais ça comprend aussi tout service. Au sujet du logement, 81% du parc de logement du territoire devrait être rénové d'ici à 2050 pour voilà, consommer moins d'énergie. En termes de travail, on a à nouveau une question de mobilité, 92% des actifs qui utilisent l'automobile ou un deux roues motorisé, et les trajets médians sont de 13 km. Et au sujet de l'alimentation et de l'agriculture, donc on a 9% des besoins théoriques du territoire qui sont couverts par la production du territoire, alors qu'ils pourraient couvrir 100%. Et la moitié des exploitants du territoire ont plus de 55 ans, donc proche de la retraite. Donc il va falloir, voilà, il y a un enjeu en termes de transmission. Et enfin, donc Shifter, on a vu donc le 3, le GIEC normand, qui nous a notamment parlé de l'évolution des températures spécifiquement en Normandie, donc l'évolution réelle existante. Donc là, on voit les graphiques qui montrent qu'on y est déjà dans le changement climatique. Et donc voilà, il nous a aussi parlé événements extrêmes, évolution de l'agriculture, et il nous a présenté des pistes d'atténuation et d'adaptation. Donc voilà, tous les précédentes diapos sont sur notre site internet, donc voilà, à la page transition énergétique. Donc voilà, faut pas hésiter si vous voulez les récupérer à appeler à la Comcom. Voilà, donc pour moi, et puis donc je vais laisser la parole à Guillaume Lefrançois de l'ADEME. Ouais, on va pouvoir commencer la conférence avec Monsieur Lefrançois de l'ADEME. Et avant de commencer, je vais faire un petit test de notoriété avant de passer le mot. Qui connaît l'ADEME? Alors, on va utiliser notre abac à nouveau. Donc, si vous connaissez l'ADEME, vous levez vert. Si vous ne connaissez pas, plutôt le rouge. Mais on a affaire à un public plutôt averti. Et je ne vois que des cartons verts qui se lèvent. Mais comment? Alors, je ne sais pas si les gens... Je ne poserai pas la question. Quelle opinion avez-vous de l'ADEME? C'est la question qui est suggérée. Mais on va quand même passer par une petite phase de présentation. Donc, Guillaume Lefrançois, bonsoir. Vous êtes directeur régional délégué de l'ADEME en Normandie. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ADEME en quelques mots? L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. À l'origine, l'Agence de la maîtrise de l'énergie, ça colle mieux avec l'acronyme. Et depuis 2 ans, Agence de la transition écologique. C'est une agence de l'État. Une agence d'État qui est sous la triple tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et depuis plus récemment, du ministère des Finances, de l'Économie, de la souveraineté industrielle et numérique. Le dernier, j'ai encore un petit peu de mal à le dire, mais ça y est, je l'ai. L'ADEME, elle est structurée de 2 manières, avec des services centraux, qui sont localisés à Angers, puis avec une antenne à Paris et une antenne à Valbonne, et puis à côté de Nice, et puis de directions régionales implantées sur tous les territoires, avec une implantation dans chacune des anciennes régions administratives, c'est-à-dire avant la fusion, avant 2015. En Normandie, il y a donc 2 implantations, une à Rouen, qui est la direction régionale, qui est dirigée par Fabrice Le Gentil, le directeur régional,
et une à Caen, enfin à Hérouville-Saint-Clair exactement, qui est donc la direction régionale déléguée et dont j'assure la direction. Le rôle des directions régionales, c'est de déployer des dispositifs, des technologies, des actions jugées matures, éprouvées, pour massifier la transition écologique et de manière la plus transversale possible. Le rôle du siège, c'est évidemment d'être en appui de ces directions régionales pour assurer le déploiement, grâce notamment et surtout à un panel extrêmement large d'experts sur de nombreuses thématiques techniques, sur aussi des approches territoriales, sur des approches psychosociales également, de façon un peu plus récente, mais ça vient et tant mieux, de faire de la recherche et développement et de faire de la prospective. Tout ça pour vous dire que l'ADEME jouit d'une certaine autonomie de gestion sur son budget incitatif, jouit également d'une certaine indépendance dans ses stratégies et dans la mise en œuvre de ses stratégies, étant entendu, bien entendu, que nos ministères de tutelle nous regardent quand même, hein, et ce qui n'est pas totalement illogique non plus, cela étant encadré par un contrat d'objectifs et de performance pluriannuel. Au sein de ce contrat d'objectifs et de performance pluriannuel, nous avons une certaine indépendance d'action, notamment pour s'autosaisir d'un certain nombre de sujets, comme des sujets de prospective, qui est le cœur de ce que je vais vous présenter sur les scénarios Transition 2050. L'ensemble des acteurs et des experts de l'ADEME qui ont contribué à ce travail-là sont donc des experts entièrement neutres et qui travaillent, comme c'est mon cas, dans l'intérêt général. Et ça, c'est un point essentiel qu'il faut, de mon point de vue, mettre en avant. Ces scénarios, donc, ils ont été réalisés en mobilisant ces experts, essentiellement présents au siège de l'ADEME, dans tous les domaines de la transition écologique sur lesquels on opère. Je ne vais pas tous les citer, mais l'agriculture, la forêt, l'industrie, la mobilité, la qualité de l'air, les déchets, l'économie circulaire, l'énergie, bien sûr, dans tous les domaines que l'on opère. Vous noterez que je n'ai pas cité l'eau, qui est opérée plutôt par nos collègues des agences de l'eau, avec qui nous travaillons évidemment en symbiose, mais l'expertise n'est pas présente à l'ADEME. Je n'ai pas parlé non plus de biodiversité, même chose, c'est l'Office français de la biodiversité qui internalise cette expertise-là, ce qui ne nous empêche pas de travailler avec eux. Donc on n'a pas la prétention non plus d'avoir une vision totalement systémique des choses, et c'est important du coup d'opérer en collaboration avec nos collègues des autres agences. Ces scénarios ont aussi et surtout, on le verra tout à l'heure de façon un peu plus détaillée, mobilisé des experts en sciences sociales, puisqu'ils présentent une originalité importante, qui est celle non pas de se fonder sur des approches technologiques et descendantes, mais plutôt sur des approches qui sont liées à une évolution prospective de nos sociétés et de nos territoires. Et c'est vraiment l'originalité de ces approches-là. Des questions sur l'ADEME ou en plus? Ça vous semble clair? Donc il y a 4 scénarios qui ont été développés par l'ADEME avec tout niveau d'expertise et d'indépendance que vous venez de dire, qui tracent des chemins vers la neutralité carbone en 2050, mais en empruntant des voies très différentes pour aller vers cette neutralité carbone. Est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes de chacun de ces scénarios? Oui, bien sûr. Avant de rentrer dans le détail de ces 4 scénarios, il me semble indispensable de vous présenter un petit peu la méthodologie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour plein de raisons. Et la première de ces raisons, c'est que je ne maîtrise pas l'ensemble des détails extrêmement techniques, précis, issus de l'expertise de mes collègues. Mais néanmoins, c'est important d'évoquer ces points-là. Ces scénarios, comme je disais tout à l'heure, ils présentent la grande originalité de se fonder sur un imaginaire, sur la façon dont on imagine l'orientation de notre société en 2050, et de façon très contrastée. On est donc parti d'hypothèses de mode de vie sur ces 4 scénarios, et ces 6 hypothèses, ces récits de mode de vie, qui ont conduit à définir des hypothèses en phase avec ces modes de vie. Ce n'est pas des scénarios qui disent dans le scénario 4, on diminue de 5% nos déplacements, dans le scénario 1, on les diminue de 30%. Non. C'est, je vous l'expliquerai tout à l'heure, comment on vit dans le scénario 1, comment on vit dans le scénario 3, et comment ça se traduit d'un point de vue technique, quantificatif, et derrière, à chacune des hypothèses sectorielles, chaque
hypothèse sur le récit de vie se traduit par une hypothèse sectorielle, quantifiée. Elle est derrière transformée en hypothèse tonne de CO2 émis. C'est derrière itéré, parce que, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces approches sont très systémiques, et quand on touche à un bouton, ça fait bouger une autre case aussi. Il faut donc itérer systématiquement ces différentes cases, et je vous prendrai des exemples tout à l'heure, pour aboutir au final, par itération, à la neutralité carbone dans chacun de ces scénarios. La neutralité carbone est donc la conclusion, l'aboutissement de chacun des 4 scénarios, et tant qu'on n'y est pas, on bouge des hypothèses, et en bougeant une hypothèse, ça fait bouger les autres, qu'on réajuste, et on recommence jusqu'à atteindre la neutralité carbone, mais en restant dans la base des récits sociologiques tels qu'on les a imaginés au départ. Est-ce que cette méthodologie, qui est un peu différente de celle des autres scénarios, vous semble à peu près claire? Alors, autre point, peut-être d'éléments pour bien comprendre, cette notion de puits de carbone, d'émissions de carbone et de stock de carbone. Alors ça, c'est une notion qui est compliquée. Ça, c'est une notion que je vais essayer de vous illustrer. Les émissions de carbone, ça, c'est à peu près clair dans l'esprit de tout un chacun, je pense, surtout après les conférences que vous avez suivies jusqu'à maintenant. On a une combustion d'énergie fossile, c'est-à-dire un déstockage géologique de carbone, qui certes a été créé avec le temps, mais à des aires géologiques qui n'ont évidemment aucune commune mesure avec nos échelles de temps. Donc c'est du déstockage du sol vers l'atmosphère. Ça, c'est les émissions de carbone, ou l'immense majorité des émissions de carbone qui nous posent problème. Évidemment, il y en a d'autres, hein, mais celles qui nous posent problème aujourd'hui. Un puits de carbone, c'est tout ce qui absorbe le carbone. Ça peut être, par exemple, une forêt. La forêt, elle croît. Tous les ans, l'arbre, il grossit, il grandit, et c'est cette différence de matière ligneuse entre l'année N+1 et l'année N qui est mesurée et quantifiable sur nos forêts qui correspond à un puits de carbone. Et il ne faut pas le confondre avec le stock. Le stock de carbone, si on reprend l'exemple de l'arbre, c'est ce qui reste sur l'arbre sans changer entre l'année N+1 et l'année N. Donc notre arbre, en année N, il a un diamètre de 50, en année N+1, il a un diamètre de 53. L'accroissement, c'est les 3 cm supplémentaires. Et le stock, c'est les 50 cm initiaux. Alors ça, c'est le stock vivant. Mais aussi un stock de carbone mort. C'est ce qu'on a fait avec le bois, quand on a fait des maisons. Une construction bois avec un cycle de stockage très long. Quand on a fait des meubles, avec un cycle de stockage plus ou moins long selon le type de meuble qu'on utilise. Si c'est un meuble qu'on va acheter en grande surface et qui a vocation à dépanner pour un logement étudiant, c'est évidemment pas la même chose que la moire normande qui se transmet de génération en génération en termes de période de stockage. Mais ça, ce stockage de biomasse, de stockage de carbone mort, entre guillemets, qui est souvent invisible, il a son importance. Il a une importance considérable dans la façon dont on gère la forêt. Alors, quelques exemples, si je reste sur la forêt. Exemple, la coupe rase d'une impasse sylvicole. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une impasse sylvicole? Donc là, on est en forêt, on est en gestion forestière. Une impasse sylvicole, c'est une définition très économique, qui dit que la valeur économique de cette parcelle forestière, ce qu'on peut en tirer en vendant les bois, ne permet pas d'assurer ni le chantier de coupe, ni surtout le reboisement après coupe. Donc, il ne se passe rien. Et c'est pas anormal. Et en Normandie, notamment, on en a un sacré paquet. Alors pourquoi? C'est historique. C'est parce qu'on a reboisé dans les années 50 de façon massive, parce qu'il fallait le faire, avec parfois des erreurs que l'on assume, avec des essences qui ne correspondaient pas aux conditions pédoclimatiques du sol, pas les bonnes essences, parce qu'on a une forêt, notamment en Normandie, qui est très morcelée, et donc parfois, au gré des héritages et des transmissions, les parcelles ont été découpées en plein de toutes petites parcelles, dont certaines ne sont même pas accessibles avec des chemins dédiés, donc l'exploitation est techniquement très complexe, et on a un retard d'exploitation important. En tout cas, ces impasses sylvicoles, ce sont aussi de la biomasse, du coup, des puits qui ne font plus le rôle de puits. Il reste un stock
mais ils ne croisent plus les arbres. Donc on n'a plus de captation de carbone dans ces impasses sylvicoles. Donc si on fait une coupe rase pour replanter derrière, on va d'un seul coup réduire de beaucoup le stock. Mais par contre, on va augmenter le puits, parce qu'en mettant des arbres plus adaptés, plus jeunes, à vocation productive, on va augmenter leur taux d'accroissement et donc le puits. Vous voyez que c'est pas si simple. Couper un arbre, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais attention, couper les arbres, il faut pas le voir que sur cet aspect économique non plus. Ces peuplements, ces impasses sylvicoles, peuplements dépérissants, ont une grosse plus-value en phytoépuration de l'eau, en biodiversité, en paysage, voilà, ce qui rajoute une complexité. Mais si on raisonne purement carbone, le mécanisme est celui-là. Un autre exemple, l'allongement de la durée de vie d'un meuble. C'est-à-dire qu'au lieu, quand il est un peu abîmé, de le mettre en déchetterie, on va envisager du réemploi, de la réparation, voire du réemploi. Et puis ensuite, en fin de sa deuxième ou troisième vie, on va aller utiliser ce bois-là pour faire du panneau de particules et refaire un cycle de meubles. Et à la toute fin, à ce moment-là, en valorisation ultime, on va substituer du gaz dans une chaudière. Donc là, tant qu'on augmente le cycle de vie de ce stockage mort, on a un impact positif sur cet équilibre émission, stockage, puits. Dernier exemple, peut-être, le bois énergie. Vous savez qu'il fait beaucoup débat justement sur sa neutralité carbone ou non. Alors oui, le bois énergie peut être neutre. Il peut être neutre si on valorise un sous-produit, par exemple, de l'exploitation forestière qui vise à aller faire de la construction bois. Si ce sous-produit, il est valorisé après, par exemple, avoir augmenté les différents usages en valorisation ultime. Et si on est évidemment, bien évidemment, dans une gestion durable, avec une replantation, avec une préservation des sols forestiers, avec une préservation de la biodiversité, un retour d'une partie de la matière organique au sol, c'est notamment les rémanents. Mais il peut aussi être désastreux si on est sur une coupe rase en Amazonie pour aller valoriser en énergie et que derrière on plante des palmiers pour faire de l'huile de palme, ou plutôt en Indonésie qu'en Amazonie d'ailleurs aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est extrêmement complexe tout ça, mais ces différents ressorts, ça me semble indispensable de vous les présenter de façon très schématique. Alors s'il y a un scientifique très très pointu dans la salle, je vais me faire houspiller, mais ma foi je prends le risque. C'est très schématique. Mais globalement, je n'ai pas trouvé d'autre explication que celle-ci pour approcher la notion de stock, de puits et d'émission. Donc ça, c'est une notion qu'il faut prendre en compte pour bien comprendre l'objectif de neutralité carbone, en fait, et sur lesquels sont construits les 4 chemins, les 4 scénarios. Et du coup, maintenant, sur ces 4 scénarios, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu leur grande ligne et ce qui les différencie ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ensemble de ces scénarios se base sur des récits très contrastés, et chacun d'eux vise la neutralité carbone en 2050. Le premier scénario s'appelle « Génération frugale ». Il se fonde sur une évolution majeure de nos comportements, une évolution des comportements, individuels et collectifs. Cette évolution des comportements, elle peut aller jusqu'à une sobriété imposée. Dans ce scénario, on interdit les résidences secondaires, par exemple. Dans ce scénario, on interdit une consommation d'espace supérieure à X mètres carrés par personne. Dans ce scénario, on interdit les vacances en avion, par exemple. On interdit. Dans ce scénario, on réduit la consommation de viande, de façon volontaire ou avec un signal prix, on la divise par 3. Dans ce scénario, la construction neuve est abandonnée. On arrête de construire des maisons neuves ou des habitats neufs, du tertiaire ou ce que l'on veut, on rénove systématiquement avec des produits biosourcés uniquement et que en bâtiments basse consommation. Dans ce scénario-là, l'organisation de notre espace évolue fortement et s'articule autour du monde rural et des petits bourgs. Pas de métropolisation du tout. On arrête l'urbanisation massive. Cette organisation d'espace permet de limiter les déplacements, et des personnes et des marchandises. Et sous ces conditions, dont vous notez qu'elles sont quand même lourdes d'un point de vue sociétal, alors notre stock actuel et nos puits actuels de carbone
nos forêts, suffisent à atteindre la neutralité carbone en 2050. Le deuxième scénario s'appelle coopération territoriale. Il se fonde sur des hypothèses qui ressemblent, mais évidemment avec des curseurs poussés beaucoup moins loin. La sobriété foncière et la sobriété dimensionnelle, elle est toujours présente, mais elle est liée plutôt désormais à une sobriété qu'on dit conviviale, c'est-à-dire de la mutualisation de moyens, de la mutualisation d'espace. Par exemple, les salles des fêtes sont aussi utilisées en journée pour des activités de bureau. Et elles sont très modulables, et le soir, elles ont des activités un peu différentes. On a fait des schémas directeurs immobiliers qui identifient le patrimoine de chacune des collectivités. Même on a fait des schémas directeurs immobiliers patrimoniaux. C'est-à-dire pas que le patrimoine des collectivités, mais celui aussi des privés à côté. On a mutualisé toutes les flottes de véhicules de toutes les entreprises et toutes les collectivités et tous les particuliers. Et dans ce scénario-là, il repose sur une évolution forte de la gouvernance. Là, on partage au niveau des territoires, au niveau des publics, au niveau des collectivités, au niveau des collectifs, au niveau des riverains, on partage. On a des hypothèses concernant l'alimentation qui restent fortes en termes de consommation de viande, mais beaucoup moins importantes que dans le scénario 1, bien entendu. Et surtout, on n'a pas besoin dans ce scénario-là d'aller vers la contrainte. La neutralité carbone, dans ce cas-là, ne peut pas être atteinte uniquement avec les stocks de carbone existants, mais on n'est pas très loin. Il faut replanter un petit coup quand même. Donc on augmente nos parcelles plantées, forestières, bocagères, on augmente de ce fait et les puits et les stocks à moyen terme. Les puits à court terme et les stocks à moyen terme. On utilise beaucoup le bois également sur la rénovation des bâtiments. On est aussi sur des hypothèses fortes de rénovation par rapport à la construction. Et de ce fait, on optimise aussi l'ensemble du cycle des puits naturels. Dans le troisième scénario, qui s'appelle technologie verte, on est sur un scénario qui nous pousse à poursuivre ce que l'on observe aujourd'hui en termes de consommation d'espace, en termes de centralisation des métropoles et des espaces urbains, en termes de déplacement. Et on se repose énormément sur de la technologie verte pour pouvoir continuer à s'appuyer sur des hypothèses sociétales qui ressemblent à celles d'aujourd'hui. Le point essentiel dans ce scénario 3, cependant, c'est sur le bâtiment, où on fait un cycle extrêmement important de déconstruction-reconstruction. Tout à l'heure, dans les autres scénarios, on était sur très très peu de construction, voire pas du tout de construction neuve, et beaucoup d'isolation. Là, on rase tout et on reconstruit. On est sur un scénario de type haussmannien en ce qui concerne l'habitat. Les technologies décarbonées sont mises à l'honneur, la biomasse, énormément, jusqu'à conduire à une forêt qui, temporairement, va devenir émettrice, c'est-à-dire qu'on va beaucoup puiser dans le stock en augmentant le puits, et donc, de façon transitoire, on aura un effet négatif de la forêt qui sera émettrice pendant quelques années, avant de redevenir positif lorsque les nouveaux arbres auront un stock qui sera plus important. On s'appuie beaucoup sur l'électrification, donc des besoins d'électricité extrêmement importants. On s'appuie également sur l'hydrogène en termes de vecteur énergétique. Et dans cette hypothèse-là, on ne peut pas atteindre la neutralité carbone avec les puits existants, les stocks existants. Il est nécessaire d'aller inventer des nouveaux puits, des puits technologiques qui correspondent à du captage et du stockage de CO2 au droit des grands émetteurs. Alors en Normandie, on a déjà une installation qui fonctionnouille comme cela, en Vallée de Seine, sur une grosse usine de la Vallée de Seine, qui capte le CO2 au droit des fumées et qui, derrière, ce CO2 le concentre et après en fait une utilisation. Alors bon, aujourd'hui, le CO2 qui est capté de cette manière-là, il est surtout utilisé en agroalimentaire pour aller faire du coca ou du Perrier.
Et le coca, le Perrier, c'est bon, moi j'aime bien ça, mais dès qu'on ouvre, ça fait pchit, donc le relargage est quasi immédiat. Donc on est quand même sur une utilisation, ça s'appelle du captage, stockage, utilisation, CCU. Bon, les perspectives, là, dont on parle, c'est plutôt un stockage géologique du carbone qui serait capté, et des projets très concrets ont lieu en ce moment en Vallée de Seine pour aller vers du stockage en mer du Nord, dans des cavités géologiques, celle-là même d'où on a extrait le gaz et le pétrole. Donc c'est retour à l'envoyeur. Mais technologie pas encore totalement mature, ça avance, et puis derrière, évidemment, avec un coût. Donc scénario 3, c'est un scénario des technologies vertes qui nécessitent, pour atteindre la neutralité carbone, d'aller vers un stockage sur les grands émetteurs de carbone. Donc aller développer des puits qu'on dit technologiques. Enfin, le scénario 4 s'appelle Paris réparateur. Dans le scénario 4, on accélère les tendances actuelles. Dans le scénario 4, la ville s'étend. Quand arrive à Ivrecy, à Ouistreham, toute cette zone-là est urbanisée. L'agriculture intensive est développée de façon beaucoup plus importante. On a des mobilités qui augmentent. On s'appuie beaucoup sur l'intelligence artificielle. On est sur un cycle d'économie de plus en plus mondialisé, avec tout ce que ça implique aussi en termes de transport logistique. Sous ces hypothèses-là, malgré des technologies décarbonées également, comme dans le scénario 3, le captage, stockage au droit des usines, des grands émetteurs, ne suffit pas pour atteindre la neutralité carbone. Il faut aller chercher d'autres puits technologiques, qui sont notamment du captage dans l'air ambiant. Donc, c'est des technologies qui, aujourd'hui, ne sont pas maîtrisées. Donc, d'où le nom, Paris est réparateur, parce que là, on accepte de continuer à dégrader, et en compensant nos dégradations par ailleurs, sur de la technologie, grâce à la technologie. Voilà un petit peu ces 4 scénarios, très contrastés, entre le scénario 1 et le scénario 4. Vous voyez bien qu'on n'imagine pas le même monde. Et derrière, j'insiste sur un point, c'est que ces 4 scénarios nous permettent d'atteindre la neutralité carbone, sur le papier. Alors merci. C'est bien, c'est revenu ? Non, je vais faire comme ça. Ouais, merci. Merci pour cette présentation un peu dégrossie, grande maille de ces 4 scénarios. Alors, au cours du cycle de conférences, on a vu d'autres types de scénarios. On a reçu RTE sur le scénario futur énergétique. On a vu le Shift Project aussi, alors qui nous a plus parlé de résilience territoriale. Mais on a vu Négawatt. Quelle différence il y a entre cet exercice prospectif mené par l'ADEME et les autres scénarios, que ce soit Négawatt, RTE ou les scénarios du Shift? Et avant de passer la parole, je voudrais voir parmi notre public qui a participé à l'ensemble des présentations sur tous les scénarios. Donc si vous avez fait l'ensemble du cycle de conférences, je vous propose de voter vert. Si vous n'en avez vu que quelques-unes, orange. Et si c'est votre première ce soir, rouge, parce que vous n'en avez pas vu d'autres. Alors, mais c'est bien quand même d'être là ce soir, bien entendu, c'est pas un rouge pénalisant. Alors, il y a quelques assidus. Et oui, alors tout le monde n'a pas... Ah, beaucoup de nouveaux aussi. Merci d'être venus ce soir pour cette conférence. Évidemment, vous avez bien fait, c'est la meilleure ce soir, je veux dire. Ok, quelques personnes ont suivi l'ensemble des cycles et ont vu donc les présentations RTE et Négawatt, pas tout le monde. Donc c'est intéressant de passer un moment pour voir un petit peu ce qui différencie ces approches. Déjà, c'est très bien qu'il y ait beaucoup de scénarios qui nous éclairent, puisque l'objectif, c'est de nous aider à nous projeter. On est dans un monde sur ce sujet-là qui est assez instable, sur d'autres aussi, mais sur ce sujet-là, on a du mal à imaginer ce qui peut arriver. Les choses ont été extrêmement stables pendant des millénaires, et là, d'un seul coup, ça bouge fortement. Donc c'est difficile de se projeter. Donc il vaut mieux en avoir 4 avec des expertises un petit peu différentes que de ne pas en avoir. Ce qui est encore mieux, c'est d'en avoir 4 qui conduisent à des conclusions qui se ressemblent beaucoup. Alors évidemment, il y a des différences. Par exemple,
les scénarios de RTE, logiquement, ils sont sur le strict périmètre de la production et de la distribution d'électricité. C'est normal, c'est leur expertise, c'est leur savoir-faire. EDF a essayé d'aller un petit peu plus loin en intégrant aussi d'autres secteurs, mais par exemple, il me semble qu'ils ne prennent pas en compte la notion de puits, ce qui est quand même assez problématique pour avoir un bilan global des choses. Alors ça donne des enseignements forts, hein, malgré tout, bien entendu, et encore une fois, c'est très pertinent de les avoir. La différence fondamentale avec le scénario, les scénarios que je vous présente là, c'est vraiment le parti pris d'entrée. Le parti pris d'entrée de l'ADEME, ça a été de se baser sur des récits. Nous, on est persuadés, à l'ADEME, que pour se projeter, il faut d'abord passer par l'imaginaire, par le récit. Qu'est-ce que je ferai dans 15 ans? Où je serai dans 30 ans? Quel sera mon territoire? Que feront mes enfants? Comment on vivra? Et ça permet d'éclairer des notions de tonnes de CO2, de mégawattheures et de gigawattheures, de mètres carrés de panneaux photovoltaïques ou de nombre d'éoliennes. C'est le parti pris qu'on a choisi et c'est celui que l'on continue à défendre. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que tout cela converge à quelques petites choses près. Alors, évidemment, on a été un peu loin dans nos hypothèses sur le scénario 1 et le scénario 4. Peut-être que effectivement, nos collègues n'ont pas été aussi loin parce qu'ils ont considéré dès le début que c'était des scénarios qui étaient difficiles d'envisager. Ok, ça nous semblait important, nous, de pousser les récits jusqu'au bout aussi, pour identifier, si on accélère, par exemple, qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse? Et si jamais on ne veut pas développer nos technologies vertes et nos énergies renouvelables, qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse individuellement en termes d'efforts de sobriété? On va recentrer là dans les travaux de l'ADEME à venir sur 2 scénarios, qui seront plutôt les scénarios centraux, mais on va garder les hypothèses initiales sur le scénario 1 et le scénario 4, parce qu'elles sont également éclairantes. Donc la différence entre ces scénarios, c'est surtout le parti pris initial, et puis la conclusion, c'est que quand on les regarde de près, ils ne sont pas en cohérent les uns avec les autres, et ça c'est rassurant. Okay. Toujours pas. Je reprends celui-là. Donc des scénarios qui nous aident à imaginer concrètement les changements qui pourraient se produire. Et ça, c'est vrai qu'on l'a vu, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans l'animation des premières conférences, et qu'on a eu du mal à se projeter. On se dit, ok, on voit des courbes, plus d'énergie renouvelable, moins de production moins de consommation d'énergie, moins de CO2, mais on a du mal à imaginer concrètement. Donc là, ça nous projette vraiment. Mais est-ce que ça veut dire que collectivement, citoyens, collectivités, entreprises, on va devoir choisir un des chemins, ou peut-être un chemin intermédiaire, parce que c'est des chemins très contrastés, ou que finalement, chaque acteur ou chaque chaîne d'acteurs, chaque secteur économique pourra tendre vers un scénario ou l'autre? Bon, on est d'accord que ce sont des modèles assez théoriques, hein, et je rebondis effectivement sur ce qui vient d'être dit sur ce point-là. Si on décidait de choisir des scénarios différents par plusieurs cibles ou par plusieurs territoires, on se heurterait à la méthodologie de construction de ces scénarios. Je vais prendre quelques exemples pour l'illustrer. Le secteur agricole et le secteur de la production d'engrais. Si la profession agricole s'oriente vers un scénario 1,5 pour les scénarios intermédiaires que tu évoquais à l'instant, avec une agriculture de grande proximité, tout en bio, en permaculture, et que parallèlement, les grands acteurs industriels de la production d'engrais vont vers une décarbonation importante de leurs usines existantes. Et il y en a en Normandie 2 très importantes, production d'engrais azotés, à grand renfort de fonds publics. Ce n'est pas cohérent. On aura mis de l'argent public dans la décarbonation d'usines qui ne vendront pas leurs produits. Hein. Il y a donc une problématique de cohérence à choisir chacun son scénario. Un autre exemple, si un territoire se fonde sur plutôt un scénario 1 qui vise une autonomie quasi totale du territoire, voire de l'individu,
et que le territoire d'à côté compte plutôt développer un scénario 2 de coopération, on voit bien que ça ne va pas marcher non plus. Donc l'enjeu est vraiment pas celui-là. Les grands enseignements de ce travail-là, ils sont de plusieurs ordres. D'abord, c'est que les chemins existent. Et ça, c'est un point essentiel. On entend de plus en plus parler d'adaptation. Évidemment, il faut travailler sur l'adaptation, notamment en Normandie, sur nos traits de côte, notamment en forêt, pour adapter les essences. Oui, mais il ne faut pas abandonner l'atténuation. C'est possible d'atteindre la neutralité carbone en 2050, et il y a plusieurs chemins qui nous y emmènent. Ça, c'est un enseignement qui n'était pas gagné, dont on n'était pas sûr, nous, experts de l'ADEME, avant de commencer ce travail-là. Et ça, c'est déjà essentiel. Le deuxième enseignement, c'est que les chemins, ils ne sont pas simples. Aucun des 4 chemins n'est simple. C'est également que ça va mobiliser tout le monde. On ne s'adresse pas aux particuliers, là. On s'adresse aux citoyens, aux collectivités, aux entreprises, aux associations. C'est tout le monde qui doit s'y mettre. Si le secteur industriel ne part pas alors que les citoyens partent, ça ne suffira pas. Si on s'intéresse à ces questions-là en zone ultra-urbaine et qu'on délaisse les zones rurales, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. C'est théoriquement pas possible, alors pratiquement ça ne peut pas l'être. Hein. Et puis le dernier enseignement, tout de même, c'est qu'il y a quand même des points communs dans tous ces scénarios-là, j'y reviendrai tout à l'heure, et que ces points communs sont quand même des actions sans regret, et que c'est ces actions sans regret là qui ressortent de façon prioritaire. La sobriété, l'efficacité, énergie et matière, et le développement des énergies et des matériaux renouvelables. Ces triptyques-là, que vous avez vu évidemment par le passé également sur les autres conférences, sont nécessaires pour atteindre les objectifs dans chacun des 4 scénarios. Même dans le scénario 4, la consommation finale diminue. Même dans le scénario 4, la consommation finale diminue. Alors, autre question, c'est des scénarios assez globaux, travailler à l'échelle un peu macro, nationale, etc. Qu'est-ce que ça voudrait dire, la déclinaison de ces scénarios à l'échelle locale pour communauté de communes, Vallée de l'Orne-Moudon? Est-ce que ça a du sens, d'ailleurs, d'essayer de les traduire à une échelle plus locale? Il y a quelques temps, je vous aurais dit non. Je vous aurais dit, non, on peut essayer de le faire, c'est extrêmement complexe, extrêmement théorique, ça mobilisera énormément d'expertise, ça risque de coûter un petit peu cher, et au final on arrivera exactement aux mêmes conclusions. La déclinaison à l'échelle régionale et la déclinaison à l'échelle infrarégionale ne me semblait pas une idée à soutenir. Et puis à force d'avancer, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de spécificités locales parfois. Que quand on est sur un territoire extrêmement industriel, comme la vallée de Seine par exemple, l'hypothèse d'un scénario 3, très technologie verte, qui vise l'électrification des process industriels, qui vise la production d'hydrogène de façon importante, avec un recours à l'électricité, puisque c'est par l'électrolyse que c'est envisagé dans ces scénarios-là, qui vise une poursuite de la mobilité quasi à l'identique d'aujourd'hui, mais en conversion à l'électrique, enfin, pas dans le scénario 4, pas identique, ça diminue quand même dans le scénario 4. On voit que les besoins en électricité vont être essentiels, ça c'est sûr, mais aussi et surtout, et là je ne vous parle pas de production d'électricité, je vous parle de tuyaux, je vous parle de câbles. On n'a pas la puissance dans les câbles aujourd'hui pour assurer tout ça sur la vallée de Seine, ou peut-être pas. Je ne suis pas un expert, ça c'est RTE qui pourrait répondre. Et ça veut dire que disposer sur un territoire comme celui-ci d'une vision contrastée des scénarios sur un appel de puissance spécifique et des besoins de transition de puissance dans les réseaux d'électricité, ça peut être essentiel parce que les réseaux électriques de dans 30 ans, c'est maintenant qu'on les construit ou qu'on commence à y réfléchir en termes de budgétisation, en termes de programmation de travaux. Autre exemple, on a quand même des disparités extrêmement importantes entre un territoire très rural et un territoire très urbain. Les impacts, les conséquences seront très différentes. On peut facilement, par exemple, imaginer qu'en milieu urbain, se passer de la voiture, ce soit plus simple qu'en milieu rural. Enfin, de la voiture, d'un moyen de transport.
ce soit plus facile en milieu urbain qu'en milieu rural. A contrario, on pourrait imaginer qu'il est plus facile d'aller vers des cycles courts alimentaires quand on est en milieu rural que quand on est en milieu urbain. Donc, décliner ces scénarios à l'échelle de toutes les EPCI, non. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'on n'a pas les moyens de le faire et qu'on n'a pas le temps non plus de le faire pour pouvoir en tirer des conclusions. Mais faire quelques spots sur des territoires spécifiques et ou des territoires emblématiques ou des typologies de territoires emblématiques, là j'avoue que je commence à revoir un petit peu mon avis et que ça me semble pas si inintéressant que ça. On commence du coup d'ores et déjà à travailler avec mes collègues du siège à essayer de faire des déclinaisons sur certaines régions. On vient de le faire sur l'Île-de-France, une région atypique, et puis on va voir si on peut pas descendre encore un petit peu dans la maille. Mais attention, plus on descend dans la maille, plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué parce qu'on ne peut pas raisonner qu'en stock, il faut aussi raisonner en flux, parce que l'hypothèse qu'on prend sur ce territoire-là, elle va bouger aussi ce qui se passe sur le territoire d'à côté. Donc on a un volet systémique sur tous les sujets, mais on a aussi un volet systémique sur toute la géographie. Donc c'est très complexe, et quand on touche à un bouton, ça touche aussi au tableau de bord du territoire d'à côté. Donc il faut y aller quand même avec parcimonie sur une déclinaison territoriale de ces scénarios, de mon point de vue. Alors j'aimerais qu'avant d'échanger avec la salle sur ces visions-là, on puisse rentrer un peu plus dans l'imaginaire et se rendre compte de comment on vit concrètement, peut-être à travers quelques exemples dans tel ou tel scénario. Mais juste avant ça, on a parlé d'action sans regret. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut importer tout de suite de ces visions, ces points communs scénarios et qui seraient utiles tout de suite pour le territoire ? Oui, c'est une question que j'ai souvent à l'issue de la présentation de ces scénarios. Merci Monsieur Lefrançois, c'était très intéressant, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on en fait de ça, nous, sur notre territoire? Vous en ferez probablement pas beaucoup plus directement que ce que vous avez reçu, peut-être même moins, probablement moins, de la part des négawatts et surtout du GIEC, qui était beaucoup plus territorialisé, bien entendu. Je dis rien de nouveau, en fait, de ce qui a été dit là. Je me dirige vers cette salle-là parce que les cartons verts étaient plus de ce côté-là par rapport à la question de Sébastien tout à l'heure. Donc, pas grand-chose de plus. Si ce n'est que, encore une fois, 1, c'est possible. 2, c'est tout le monde. 3, c'est maintenant. Donc, il y a ces 3 éléments-là qui doivent être retenus, à mon avis, de façon extrêmement importante. Et puis, dans un second temps, ces fameuses actions sans regret. La sobriété... Mais il y a 3 ans, quand j'intervenais pour parler de sobriété, je vous assure que j'étais pas forcément très bien reçu. On me parlait de décroissance. Il fallait que j'explique. Il fallait que j'explique que, monsieur le maire, madame le maire, la sobriété, vous en faites déjà. Quand vous faites la rénovation de votre éclairage public sur votre commune, avec le SDEC, vous choisissez... évidemment de changer pour des LED. Ça, c'est de l'efficacité. À service rendu identique, à besoin identique, on consommera moins d'électricité. Mais vous choisissez aussi de réfléchir à l'extinction nocturne dans certaines zones. Alors, pas partout, peut-être pas tous les soirs. Le soir du 14 juillet, on laisse allumer, bien sûr. Vous réfléchissez aussi à enlever un lampadaire sur 2. Vous réfléchissez aussi à faire des détecteurs de présence. Et on se rend compte, quand on fait des bilans, que c'est les actions de sobriété qui, souvent, sont très peu coûteuses, voire gratuites, qui permettent de financer les actions d'efficacité. Alors, présentée comme ça, la sobriété, elle donne un autre sens. Quand on parlait aussi, en disant, Monsieur le Président du PCI, vous faites déjà de la sobriété, vous faites des schémas directeurs immobiliers. Vos schémas directeurs immobiliers qui identifient l'ensemble du patrimoine, vous vous rendez compte que dans ce bâtiment-là, qui vous coûte en maintenance, qui vous coûte en fluide, eh bien, vous accueillez des associations, et c'est très bien, il faut continuer à le faire, bien sûr, culturelles ou sportives, entre 14h et 16h. Et puis, dans le bâtiment d'à côté, vous accueillez aussi des associations culturelles et sportives, et il faut continuer à le faire sur le même créneau, ce qui justifie la présence des 2 bâtiments. Mais peut-être que la deuxième association serait tout à fait OK pour être dans le premier bâtiment entre 16h, allez, disons 16h30 parce qu'après on discute un peu quand même, 16h30 et 18h30. Et ce travail-là,
il permet de libérer aussi de l'espace, il permet de libérer des bâtiments, il permet d'économiser des fluides, des frais de maintenance, voire d'envisager de la cession. Cette cession venant alimenter les caisses des autres obligations de la collectivité. Ça, c'est de la sobriété dimensionnelle et conviviale. Donc, on en fait déjà depuis très longtemps, sauf que c'était un mot tabou. Et puis, depuis la crise énergétique de l'hiver, pas dernier, l'hiver d'avant, tous les services de l'État appelaient l'ADEME disant « Vous ne voulez pas venir parler de sobriété aux PME ?» Et donc, on parlait de sobriété aux PME. Et alors là, un PME, même chose. Ah ben nous, on fait tout ce qu'on fait. Alors, je donnais des exemples aussi. Des exemples qui sont des exemples réels, hein, qui sont des exemples issus d'audits énergétiques que l'on finance chez ces entreprises, de taille petite ou grosse. Et on se rend compte que dans ces exemples-là, une détection de fuite d'air comprimé. Air comprimé qui est beaucoup utilisé dans les PME, notamment de production industrielle, production mécanique. Une détection de fuite hyper très peu coûteuse, hein. C'est un appareil qui peut être acquis par la collectivité, le chargé de développement éco qui va faire le tour et puis le présenter à chacun des entreprises. C'est une économie d'électricité incroyable. Parce que les fuites, en règle générale, il y en a 3 fuites sur l'ensemble du circuit qui représentent 70% des fuites, que ces fuites-là, en les réparant, on gagne 15% de consommation d'électricité, et en plus, en faisant ce travail-là, on se rend compte qu'à l'usage, et ça c'est vraiment de la sobriété, à l'usage, ben en fait le compresseur, on n'a pas besoin de le faire tourner toute la journée. Et si on tire comme ça et on va un petit peu plus loin, on se rend compte que le compresseur, alors il faut qu'il monte en puissance, on le met un quart d'heure avant, et ça suffit. Et donc on a édité des guides avec des actions de sobriété de ce type-là en entreprise. Et depuis, ça change beaucoup de choses. Et la sobriété, c'est une action majeure à envisager. Et c'est pas que éteindre la lumière quand on sort d'une pièce. Hein. C'est beaucoup plus que ça. Et on a tous, consommateurs, collectivités, industriels, et j'ai pris 3 exemples exprès pour insister sur le fait que c'est entre les mains de tout le monde et de tous les publics, on a entre nos mains une action importante de sobriété à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Et ça, c'est commun à chacun des scénarios. L'efficacité est commune à chacun des scénarios. Qu'on soit sur de la rénovation du bâti ou sur de la déconstruction, reconstruction, le scénario 3 et le scénario 4, c'est de l'efficacité. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de perdre 30% de l'énergie qui sort de notre chaudière dans nos toitures. L'isolation de toiture doit être systématique. À minima celle-là. Évidemment, le BBC c'est mieux, hein, mais à minima celle-là. On ne peut plus se permettre ça dans chacun des scénarios. Et puis, les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont indispensables à plein de titres. Évidemment, sur le volet carburant, sur le volet chauffage, hein, qui représente quand même, Anaïs nous l'a montré tout à l'heure, la part la plus importante des consommations de votre territoire et de la plupart des autres, et aussi sur l'électricité. Pourquoi sur l'électricité? Alors, je vais vous donner une autre anecdote à ce propos-là. Vous en avez peut-être entendu parler, à minima les élus peut-être, le SGPE, le secrétaire général à la planification écologique, engage depuis décembre dernier, M. Béchu était venu présenter ça à Caen, hein, le 15 décembre dernier, les conférences des parties régionales, les COP régionales, qui visent à territorialiser la transition écologique sur les territoires. Et on territorialise avec 6 grands chantiers: mieux préserver notre écosystème, mieux se déplacer, mieux se nourrir, mieux consommer, mieux produire et mieux se loger. Je l'ai déjà dit, monsieur Loger. Et mieux se loger. Dans ce cadre-là, on est présent évidemment à l'ADEME à ces travaux, et on est présent notamment moi sur mieux se produire. J'étais ce matin à Flers, à Caligny, là, pour un groupe de travail élargi sur ce sujet-là. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre de leviers qui sont tous exprimés par le SGPE, par le ministère, en tonnes de CO2. Quelles sont les tonnes de CO2 qu'il faut qu'on gagne d'ici 2030 pour espérer être sur le chemin de la neutralité carbone en 2050? Et ces tonnes de CO2, eh bien, vous le savez, notre électricité en France, elle est essentiellement décarbonée puisqu'elle est nucléaire. Et donc, la production d'électricité renouvelable n'apparaît pas comme un levier qui nous fait gagner des tonnes de CO2 de ce fait-là. Et pourtant, si on veut décarboner l'industrie par l'électrification, si on veut décarboner notre mobilité par de la mobilité électrique,
ou électrique et hydrogène sur la mobilité lourde, et si on veut décarboner notre chauffage, notamment par de la géothermie ou des pompes à chaleur géothermiques, on va avoir besoin de plus d'électricité. Et on va en avoir besoin bien avant 2030. Et à cet horizon de temps, les nouveaux EPR qui sont programmés, ou envisagés, enfin qui sont dans les tuyaux, ne pourront pas être prêts. Donc, on a aussi une absolue nécessité d'aller développer les énergies renouvelables électriques. Et le dernier point, parce qu'on en parle trop peu, et c'est très important d'en parler, un volet ressources. Alors quand on parle d'énergie, on commence à avoir beaucoup de monde qui comprend les choses. Mais ressources, on est encore loin. On est encore loin du sujet. Il faut aussi travailler sur la sobriété matière. Il faut aussi travailler sur l'efficacité matière. Et il faut aussi travailler sur les matériaux renouvelables. C'est un point essentiel aussi. Ces 4 scénarios ont des impacts très contrastés sur les émissions de CO2. Ils ont aussi des impacts très contrastés sur la consommation de ressources. Dans chacun des 4 scénarios, par exemple, entre le scénario 1 et le scénario 4, les besoins en eau pour l'irrigation agricole vont de 1 à 4. Hein ? Ok, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Et du coup, avant de passer aux échanges et au débat avec la salle, et de voir comment ça transforme effectivement les modes de vie, les modes de faire, les modes d'être peut-être en 2050. Alors là, j'ai préparé des petits exemples, donc je vais avoir besoin de relire un petit peu plus mes fiches, je vous prie de m'excuser, je maîtrise moi parce que j'essaie de les adapter à chaque fois. C'est plus parlant. J'ai pris 3 petits exemples et je me suis prêté au jeu, est-ce qu'on peut parler de jeu, à l'exercice de la projection en 2050 de notre territoire. Je me suis imaginé, moi, en 2050, avec ma famille, aller au restaurant, dans 2 scénarios contrastés. Et alors, je l'ai imaginé comme ça. Dans les scénarios 1 et 2, ou 2, j'imagine que le restaurant, c'est déjà le restaurant du village, ou le restaurant du quartier. Hein, je ne me déplace pas pour aller au restaurant, il est à proximité. Il est adossé à une unité de production en permaculture, juste à côté, dans le village. Pour avoir une table au restaurant, il faut que je réserve, il faut que je commande mes menus à l'avance, pour éviter le gaspillage alimentaire, pour optimiser les approvisionnements, et puis j'ai effectivement pas un choix comme celui qu'on peut avoir dans certains restaurants asiatiques d'un buffet à volonté de 48 menus différents, tous pour le même prix. J'adore la cuisine chinoise, hein, j'étais pas... j'en étais où ? Ah oui. Tous les plats proposés sont végétariens et locaux, issus de la ferme de permaculture localement. Et si exceptionnellement on veut manger un morceau de chocolat, alors ce ne sera pas forcément impossible, mais il faudra le prévoir à l'avance et ça coûtera bien cher, très probablement. Et dans le scénario 4, si je me projette de cette manière-là, bon là j'ai été un petit peu loin peut-être, mais c'est aussi l'objet du scénario 4. Dans le scénario 4, quand je rentre dans le restaurant, dès que je rentre, bon je ne vais pas réserver, il n'y a pas besoin, mais ça me prend comme ça, à n'importe quelle heure. Je rentre et j'ai une montre connectée. Ma montre connectée, elle me permet, dès le début, de transmettre à l'intelligence artificielle qui pilote le restaurant, de savoir quelles sont mes allergies, de savoir quels sont mes goûts, de savoir ce que j'ai consulté comme site internet, de ce que j'ai consulté comme recette de cuisine, donc ça je ne veux pas en consulter beaucoup dans le scénario 4, mais bref, et arrive à deviner, à identifier ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, et me propose le plat qui correspond exactement à ce que je voulais grâce à ces algorithmes. Ça m'indique également... Donc, évidemment, l'accueil et le service sont faits par des robots automatiques. Et on atteint la neutralité carbone quand même dans ce cas-là, parce que l'impact environnemental est limité, parce que tous les process de fabrication sont électrifiés, décarbonés, parce que toute la logistique amont d'approvisionnement et de production du matériel est décarbonée aussi. Et au besoin, même on a recours à des produits de synthèse avec des process décarbonés.
Donc mon chocolat, c'est pas du chocolat, c'est du cacao de synthèse. Et puis ma viande qu'on me propose, c'est peut-être aussi de la viande de synthèse. Vous avez probablement lu comme moi qu'il y avait déjà des recherches sur ce sujet-là. Évidemment pas compétitives en termes de coût aujourd'hui, mais qui peuvent, de façon décarbonée, produire de la viande. Ou des protéines, quasi animales. Voilà. Hein, j'essaie de rester factuel. Voilà un exemple où on peut se projeter sur quel sera un repas au restaurant en famille dans un des deux scénarios. J'ai réfléchi à un deuxième exemple qui était plutôt axé le rôle de la collectivité du coup et plutôt axé sur la mobilité qui est quand même un enjeu évidemment pour votre territoire qui est très important. On l'a vu à nouveau dans les bilans que Nagui a présenté tout à l'heure. On peut imaginer que dans un scénario ou 3 ou 4, tous les habitants sont équipés de véhicules autonomes électriques ou batteries sur des voies dédiées qui permettent de recharger automatiquement le véhicule sur ces voies-là en passant. Voilà, vous allez parler de la route solaire de Tourouvre. Bon. Eh ben, imaginons quand dans le scénario 4 en 2050 ça fonctionne, la route solaire de Tourouvre, et c'est possible parce que on n'était pas si loin que ça fonctionne. Et pour clore cette polémique-là, si l'ADEME notamment ou l'État n'essaye pas ça, ne met pas un petit peu d'argent public pour voir si ça a une chance de marcher, qui le ferait, mon Dieu? Donc, oui, c'est toujours facile de dire que ça marche pas, fallait pas le faire. C'est plus facile quand on a vu que ça marchait pas qu'avant. Hein. Donc, on assume aussi ce sujet-là. Bref, donc mes véhicules sont aussi équipés pour que je puisse commencer ma journée de travail, puisqu'on parle de domicile-travail, là, pour ceux qui ont la possibilité de travailler un peu à distance, évidemment, si c'est de l'accueil, c'est plus compliqué. On a vu que l'accueil se faisait par des robots, donc c'est pas grave. Les véhicules sont tous connectés, aménagés, et les déplacements sur les courtes distances sont très réduits, parce que toutes les livraisons se font en repas préparés, en commande par drone. Les déplacements résiduels sont faits avec des trottinettes et des monoroues électriques. Bon, il y a un écueil quand même, et j'arrive pas à ne pas l'évoquer dans un scénario comme celui-là, puisque le recours à ces technologies est cependant coûteux, et de nombreux habitants ont dû, pour des raisons financières, se rapprocher de l'agglomération caennaise, de la grosse méga agglomération caennaise qu'elle sera devenue dans ce scénario-là, pour pouvoir finir ne pas avoir une pression financière trop forte sur ces différents outils, moins de déplacement. Dans le scénario 2, j'ai pris le scénario 2, la collectivité s'est totalement appropriée cette question de la mobilité de ses habitants. On est, je vous rappelle, scénario 2, c'est dans le partage, la mutualisation, l'échange. Elle s'est appropriée cette question-là et elle a contribué à mettre en place des espaces de coworking qui permettent de travailler sur place mais sans être isolé chez soi, parce que c'est un point important aussi du télétravail et de l'échange dans ce scénario 2. Elle a initié aussi une offre originale de mobilité en mutualisant les ressources et les compétences du privé et du public et des citoyens. Et il y a un concessionnaire qui s'est installé à Évry, qui est un concessionnaire qui est un mobiliste. Et le mobiliste, il propose, c'est un acteur économique, c'est une entreprise, il propose de la location à l'année de véhicules légers, un peu comme je sais pas si vous avez suivi un petit peu ce que fait l'ADEME sur un dispositif qui s'appelle l'Extrême Défi. C'est un concours d'innovation pour des véhicules très légers, très robustes, qu'on peut réparer soi-même et qui permettent, grâce à une propulsion musculaire et électrique, une grosse assistance électrique quand même, de faire au final une grosse partie de nos déplacements. Et là, dans votre territoire, ces véhicules-là, ils permettraient d'assurer 80% des déplacements. Mais on ne s'arrête pas là, parce que si on s'arrête là, on est une entreprise classique et on n'a pas résolu la problématique de la ressource, parce que évidemment on peut acheter un véhicule comme celui-là, mais ça ne dispensera pas d'un véhicule conventionnel pour partir en week-end, pour partir en vacances. Donc là, l'offre du mobiliste, en plus, c'est un forfait mobilité qui comprend aussi la location courte durée de voitures électriques pour le week-end, mutualisée avec les parcs des entreprises qui dorment le week-end, qui ne sont pas utilisés. C'est des véhicules de service, pas des véhicules de fonction, ou de la collectivité. Aussi des véhicules thermiques, parce qu'il en reste un peu dans ce scénario-là pour partir en vacances, où ça peut être nécessaire d'avoir une autonomie beaucoup plus longue. Issus aussi des stocks dormants des collectivités et des entreprises du territoire.
Et enfin, ce forfait, il donne droit aussi à des réductions sur les transports en commun, bien sûr, et heureusement, pour faire des trajets plus longs, en train ou en bus. Voilà, là encore, sur la mobilité, deux visions très contrastées, qui montrent aussi quel peut ou pas être l'impact du collectif dans l'appropriation de ces scénarios-là. Et un dernier exemple, plutôt basé sur l'offre entreprise et l'offre économique, cette fois, j'ai choisi de me pencher sur une entreprise de service à la personne. Beaucoup plus développées qu'elles ne sont aujourd'hui en 2050. Et dans le scénario 4, moi j'ai imaginé que l'entreprise proposait des services de livraison de repas chauds et de médicaments par drone. Elle mettra à disposition des appareils électroménagers connectés et pilotés à distance pour assurer l'entretien de la maison, la réception et la préparation des repas qui seraient livrés. Des activités culturelles et de loisirs seront proposées en ligne via des hologrammes pour maintenir un lien social. Et pour les personnes âgées dépendantes devant bénéficier de soins infirmiers quotidiens, bien sûr, des personnels resteront mobilisés dès qu'une téléconsultation ne sera pas suffisante. Dans un scénario 1 ou 2, l'entreprise, qui sera aussi, qui aura son modèle d'affaires, elle s'appuiera de façon totalement différente sur la construction d'un réseau de citoyens solidaires, organisant l'entraide entre voisins. La préparation de repas avec une cuisine commune, valorisant les produits de la ferme municipale. Ils seront livrés à domicile en triporteurs réfrigérés par des habitants assurant un service volontaire dans le scénario 2, imposé dans le scénario 1, hein, vous vous souvenez de la différence, avec un système de crédit d'entraide. C'est-à-dire qu'on fait la livraison, parce qu'on peut le faire, parce qu'on est en forme, et en échange, on a un crédit d'entraide pour la garde d'enfants, pour passer une soirée sans les enfants, par exemple, ou pour des travaux de bricolage ou d'entretien du jardin. Ce mode d'échange, via une monnaie locale ou pas d'ailleurs, hein, permet d'assurer ce réseau des citoyens, et l'entreprise globale, elle, assure cette gestion de la monnaie d'échange et assure aussi, bien entendu, la formation des personnels qui vont assurer cette entraide. Bon, voilà 3 exemples. J'ai oublié du coup de passer des illustrations que j'avais prévues également. Des illustrations qui sont issues d'un petit imagier que je trouvais extrêmement bien fait et dont je pourrais vous retrouver les références que j'ai omis de mettre dans les sources, c'est pas bien. Sur ce qui est une rue, ce que pourrait être une rue. Alors là, évidemment, on est en milieu plutôt ultra-urbain, dans un scénario 1 et dans un scénario 4. Voilà, donc on voit hein, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la mobilité, sur l'utilisation des espaces aussi pour de la végétalisation, mais de la végétalisation productive aussi, hein, pas que des arbres d'ornement ou des arbres pour rafraîchir ou des arbres pour stocker le carbone, aussi de la production alimentaire. Et puis de l'autre côté, donc des modes de vie plutôt renforcés par rapport à aujourd'hui, des drones un petit peu partout, hein, c'est aussi ça qui m'a inspiré. Et puis je ne sais pas si vous les voyez, ces petits ventilateurs hein, qui sont présents un petit peu partout, c'est ça, hein, le stockage de carbone dans l'air, hein, appelé DATS sur l'acronyme technique. Si on zoome un petit peu à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement, ça pourrait ressembler à ça, en tout cas c'est l'imaginaire de l'illustrateur de ce petit imagier sur un scénario plutôt tendance 1 et plutôt tendance 2 où là aussi je me suis inspiré sur la livraison par drone et puis sur la quasi-autonomie alimentaire ou la partielle autonomie alimentaire des ménages. Voilà, moi j'en ai à peu près terminé, sauf si vous avez des questions, évidemment j'y répondrai. Je vais juste finir en vous encourageant, si vous le souhaitez, à aller consulter, alors non pas le rapport, il y a 700 pages, c'est si vous voulez, mais je vous conseille plutôt d'aller voir la synthèse qui fait 44 pages là, et que je trouve très agréable à lire, ou à minima hein, le résumé exécutif qui lui est très léger, mais n'hésitez pas à aller consulter si ça vous intéresse et à suivre l'évolution de ces travaux-là, puisque on se lance maintenant dans d'autres types de travaux prospectifs en centralisant sur des scénarios 2 et 3, mais aussi en sectorisant sur un certain nombre de points spécifiques la production d'électricité, tel secteur industriel, pour voir ce que ça peut donner également. Alors, merci pour cette présentation. On est ensemble, si vous le souhaitez, évidemment dans la salle encore jusqu'à 20h. Donc on a un temps pour pouvoir échanger, dialoguer, poser des questions avec Monsieur Lefrançois.
Avant de passer le micro dans la salle et de voir s'il y a des premières questions, voilà, des approfondissements, des réactions, des questionnements, j'aimerais bien vous proposer, cher public, de voir un peu votre sentiment et de voir quel est, parmi ces 4 scénarios, celui qui a priori votre préférence. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la diapo où il y a les 4 scénarios? Voilà, non, juste après où on voit les 4. Ça va vous donner vos couleurs de vote. Vous voyez, si vous êtes plutôt génération frugale, je vous invite à voter bleu. Coopération territoriale, rouge. Technologie verte, vert. Et pareil réparateur, orange. Donc voilà, voir un peu les préférences de la salle, si vous voulez bien, avec votre ABAC. Alors, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Plusieurs choix aussi. Alors, je vois beaucoup de rouge. Rouge ou bleu, rouge et vert, rouge et bleu, vert. Oh, alors, le 2, c'est rouge, et le 4, c'est orange. Hein, donc, coopération territoriale, c'est rouge. Donc, je vois quand même une majorité de rouge, quelques bleus et de rares verts, mais je ne vois pas du tout de orange, sauf si je me trompe. Ok, majorité de rouge, voilà, quelques bleus et 1 ou 2 verts. Chaque fois qu'on présente ces scénarios-là, on dit l'ADEME ne se prononce pas sur ces scénarios. C'est pas notre rôle, c'est pas notre vocation. Alors d'ailleurs, j'ai pas voté, c'est la seule fois que je ne voterai pas probablement participer à l'animation. Néanmoins, c'est assez drôle parce que on essaie d'être de notre temps aussi un petit peu, et on travaille un petit peu sur l'intelligence artificielle aussi, sur la documentation et la bibliographie. Dans un cadre un peu particulier, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher sur le net, on ne puise que dans les ressources qu'on a validées dans notre bibliothèque référencée, et on ne verse pas nos résultats et nos requêtes sur le net non plus, ça reste pour nous. Mais ça nous permet quand même de poser des questions avec ce petit outil qu'on a développé en interne à l'ADEME, d'identifier quelles sont les problématiques de l'intelligence artificielle quand on l'utilise, d'une part, quels peuvent en être les bénéfices, et par exemple, on peut s'amuser à poser la question, bon, on ne se prononce pas. Mais néanmoins, si on intègre toutes les études qu'a fait l'ADEME depuis 10 ans, ou je ne sais plus la période de temps, disons 10 ans, sur tel et tel sujet, avec telle conclusion, intelligence artificielle, nous, l'ADEME, il est pour quel scénario? Et ça nous sort un résultat. Ça nous sort un résultat, c'est drôle, c'est drôle. Alors, je n'ai pas le droit de le dire, mais ça sort un résultat qui n'est pas très loin de ce que je vois dans la salle. Hein, entre 2, 2,1, 2,2 dans ces eaux-là. Hein, voilà. C'est assez symptomatique. C'est-à-dire, souvent, quand on les présente, on est en moyenne dans la salle sur ces scénarios-là. Et pour autant, qu'est-ce que c'est difficile de faire travailler les gens ensemble, je vous assure. Mais je pense que tous les élus le savent. Ça marche, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Voilà, on va faire passer le micro pour notre intervenant. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai une question parce que là, vous nous avez présenté succinctement les choses, bien évidemment. Lorsque vous étudiez chaque scénario, est-ce que vous allez jusque... Alors, j'imagine que vous tenez compte du facteur économique. Est-ce que vous tenez compte aussi du côté bien-être animal et déchets? Parce que plus on avance vers le 4, quand même, plus on s'éloigne du bien-être animal et on a de plus en plus de déchets, entre autres du nucléaire, qu'on ne sait pas gérer aujourd'hui. Donc, est-ce que vous, dans vos scénarios, vous tenez compte, vous essayez en tout cas de faire une globalité à ce niveau-là? Voilà. Sur le volet déchets, il est intégralement effectivement pris en compte dans chacun des scénarios, à la fois sur la façon dont on les élimine ou dont on les retraite. Dans le scénario 1, dans le scénario 2, dans le scénario 3, on est sur une gestion indépendante de nos déchets, soit hypralocale, soit à l'échelle nationale, mais on est sur une gestion indépendante des déchets. Dans le scénario 4, il y a une exportation de nos déchets parce que ça ne boucle pas. Donc c'est une question extrêmement pertinente. On l'évoquait sur la ressource. Les déchets, c'est une question importante également. Alors, on n'a pas spécifiquement focusé sur les déchets nucléaires, mais sur les déchets, il y a un vrai problème, une nécessité d'export, parce qu'on n'a pas assez de trous, parce qu'on n'a pas assez d'outils de valorisation pour pouvoir supporter le scénario 4 de ce fait-là.
sur d'autres sujets. Hein. Le scénario 4 pose de nombreuses questions. Voilà. Sur le bien-être animal, non, c'est pas du tout intégré dans l'ensemble des approches qui sont conduites aujourd'hui. On a essayé de faire quelque chose de systémique. Manifestement, vous avez complètement raison, ça ne l'est pas totalement encore. Faut continuer. Mais il est évident que dans un scénario 3 ou dans un scénario 4, on est sur une consommation de viande qui diminue moins que dans le scénario 1 et 2, pour prendre uniquement cet exemple-là, et qu'on s'oriente de plus en plus au fur et à mesure qu'on va vers le scénario 4 sur un élevage qui est intensif plus qu'extensif, avec toutes les questions que vous posez. Et là, je ne parle que de la condition des animaux d'élevage, bien sûr. On peut prendre d'autres remarques et d'autres questions. Oui, vous disiez dans votre rapport, Anaïs, que 80% des logements sur le territoire devraient être rénovés pour 2050. Comment on s'y prend ? Je croyais que c'était pour Anaïs, moi, parce que... C'est les shifters qui ont suggéré ça. Donc effectivement, c'est pas les mêmes... Alors évidemment, c'est pas simple, sinon on l'aurait déjà fait et tout le monde l'aurait fait. Il se trouve que nombre de fenêtres qui s'ouvraient. Et je vois à quel point le gain, non pas énergétique, ça c'est sûr, c'est vrai, évidemment, mais ça on le sait, on peut le prouver. Mais le gain en termes de confort est exceptionnel. D'un point de vue énergétique, j'étais dans un appartement avant... où nous étions 3, qui faisait 68 mètres carrés, un appartement de la reconstruction, pas du tout isolé. Et nous sommes aujourd'hui dans une maison à 5, qui fait, je ne sais pas combien elle fait de mètres carrés, mais qui est à peu près 2 fois plus de surface, on va dire, à chauffer. Nous consommons moins d'énergie dans la maison que nous n'en consommions dans l'appartement. Et nous avons un confort qui n'a absolument rien à voir. Donc si c'était facile, tout le monde l'aurait fait depuis très longtemps. Les obstacles sont innombrables. Pourquoi on a pu le faire ? Parce que déjà c'était un bien dans lequel on n'habitait pas. Alors évidemment, il a dû trouver une solution intermédiaire entre l'appartement et puis la maison, le temps que les travaux soient faits. Oui, bien sûr. Mais quand on habite dans la maison, je sais que d'autres l'ont fait, c'est des problématiques qui sont loin d'être négligeables. Évidemment, il y a une problématique de savoir-faire. Il faut que les entreprises aussi montent en compétence sur la capacité à faire. Qu'elles soient plus nombreuses pour pouvoir répondre à la demande. Et puis, évidemment, il y a une problématique financière. Parce que même si sur le long terme, on y gagne en consommation d'électricité, même si on y gagne en confort, à un moment, il faut les sortir, les fonds. Et ça, c'est probablement ce qui est mis en avant systématiquement comme l'obstacle majeur. Je suis d'accord que c'est l'obstacle le plus important. Il y a un certain nombre de soutiens qui sont apportés par l'État, par la région, par des certificats d'économie d'énergie, ce qui est encore autre chose qu'une subvention, qui permettent d'équilibrer un petit peu les choses en fonction des niveaux de revenus du propriétaire qui fait les travaux. La question importante est peut-être pas, au final, l'équilibre économique global, mais peut-être un point de reste à charge immédiat. Alors on imagine des solutions. On essaie de voir si un tiers ne peut pas prendre en compte, prendre en charge une partie des investissements. Alors ça se fait aujourd'hui plutôt sur le tertiaire que sur l'individuel, mais rien ne dit qu'on n'y viendra pas. Il faut réfléchir à des nouveaux modèles économiques et de gouvernance pour y arriver. Il prend en charge tout ou partie du reste à charge, et il prend en charge une pseudo-location de votre maison, tout pendant que la facture annuelle énergétique plus pseudo-location de la maison est inférieure à ce que vous payiez avant. Et derrière, ça dure 5 ans, 6 ans, 7 ans, selon la valeur du reste à charge, mais il offre un service, cette entreprise offre un service, qui est un service qui vous permet de payer, d'étaler le coût de cette rénovation sur le plus long terme. Ça peut être une solution. Il y a des offres bancaires à réfléchir aussi, de façon importante, pour accompagner ces restes à charge. En tout cas, il y a absolument nécessité de trouver des solutions. Alors, il y en a une que je n'ai pas citée
et sur lesquelles on a travaillé ensemble il y a quelques années, qui est l'autorénovation. Et l'autorénovation, c'est aussi un sujet intéressant et important à travailler. Donc là, on voit bien qu'on se place plus dans un scénario 2 ou 1,5, si elle est encadrée. C'est-à-dire que c'est complexe. On ne peut pas, les uns les autres, s'improviser bricoleur pour rénover sa maison. Mais si derrière, on a un service local qui permet de faire monter en compétence et d'encadrer l'auto-rénovation, et bien là aussi, on fait un pas important sur les gains financiers liés à la rénovation. Et puis la dernière solution quand même à mettre en avant, c'est que tout le monde ne sera pas capable de faire du BBC d'un seul coup, d'un point de vue financier. On ne peut pas isoler et la toiture, et les murs, et changer les fenêtres, et tout faire d'un seul coup. On sait que c'est compliqué. Donc à chaque fois qu'on s'oriente dans un projet de rénovation de sa maison individuelle, ou de sa copropriété, mais on va parler de maison individuelle sur un territoire comme le vôtre dans un premier temps, il faut faire ce qu'on appelle du BBC compatible. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui ne m'interdit pas d'aller plus loin demain. Et ma foi, je le fais par étapes, en fonction de mes moyens. Et là, on priorise. Isolation de toiture dans un premier temps, isolation du plancher bas dans un deuxième temps, isolation des murs dans un troisième temps. Voilà. Et on avance de cette manière-là. Mais j'ai pas de solution miracle. Merci. Moi, j'ai une question peut-être un petit peu plus générale, mais au vu des 4 scénarios, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait un diagnostic pour nous dire aujourd'hui dans quel scénario on est? Bon, moi, j'ai bien un avis. Je pense qu'on est encore dans le scénario 4 et on tend vers le scénario 3. Mais je pense qu'à un moment donné, si on n'avance pas plus vite, on sera obligé d'arriver dans le scénario 1, c'est-à-dire je vois frugalité contrainte, donc j'ai l'impression qu'on se dirige aujourd'hui plutôt vers ça. Merci. C'est super compliqué comme question. Je vais voir si je peux pas la demander à notre intelligence artificielle et puis revenir vers vous après, parce que là, il faudrait lui mettre des unplugs sur les bilans énergétiques, les bilans financiers de la société d'aujourd'hui. Je pense qu'on est aujourd'hui pas vraiment dans le scénario 4. Je pense qu'on est plutôt orienté sur vraiment 2024 là, et sur les perspectives de très court terme en 2024. Je pense qu'on est plutôt sur un scénario 3. C'est-à-dire qu'on a vraiment un déploiement important de l'électrification. On a tous entendu, surtout en Normandie, parler du vecteur hydrogène et de son développement important. On a les parcs éoliens offshore, on a aussi le nucléaire, sur la production d'énergie. On est très en Normandie sur un scénario que je pense être un scénario 3. Un développement important du biogaz aussi, qui est une des facettes importantes de ce scénario 3. Une exploitation forestière aussi, assez intensive. Et un changement de nos comportements et de nos habitudes très à la marge aujourd'hui. On ne l'identifie pas trop. Moi, je dirais qu'on est plutôt aujourd'hui sur un scénario 3, si jamais on était sur un scénario qui nous amène à la neutralité carbone en 2050, ce qui n'est pas le cas. Donc, dans la volonté, je dirais, collective, j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est plutôt un scénario 3, alors même que ce que je voyais dans la salle tout à l'heure s'orientait plutôt vers un scénario 2. C'est mon impression, elle n'engage que moi. Le risque que vous évoquiez, il est possible, mais il y en a un autre risque qui me semble encore plus important si on ne bouge pas, c'est de s'orienter vers un scénario 4 pour certains et un scénario 1 pour ceux qui n'ont pas le choix. Et ce risque-là, d'un point de vue de la cohésion de notre société, et c'est important aussi dans la vision systémique de ces scénarios-là, il est loin d'être négligeable. Je voulais être sûre d'avoir bien compris les 4 scénarios que vous proposez. C'est pour la Normandie, avec la possibilité pour d'autres régions de France de faire la même démarche ou autrement, pour concourir au bilan carbone neutre pour la France. C'est bien. On raisonne bien
pour le territoire français et les engagements pris en France. On ne raisonne pas au niveau mondial, parce que dans la dernière conférence, la personne du GIEC a d'abord parlé du réchauffement global mondial et après elle l'a décliné pour notre région en particulier. Là, on ne raisonne pas de la même façon. On parle bien bilan neutre carbone France. C'est bien ça, j'ai bien compris. Et alors, ok. Et ce que je voulais savoir également, c'est, même si notre région Normandie n'est pas forcément concernée par une augmentation de population, il me semble, bien que je ne sois pas démographe, que d'autres régions françaises ont une augmentation de population importante. Est-ce que ça peut influencer les scénarios ou ça n'a pas d'impact? Deux réponses. D'abord, on est bien, vous avez raison, sur un périmètre France. Néanmoins, c'est un périmètre France qui vise à ne pas perturber les équilibres d'à côté. C'est-à-dire la solution que j'évoquais tout à l'heure, que je n'avais pas prévu de dire, mais que madame m'a forcé à dire, sur le fait que dans le scénario 4, on envoie nos déchets à côté, c'est pas la porte d'entrée de notre réflexion. Hein. Sinon, ça marche pas, donc on est obligé d'aller vers ça sur ce scénario 4. Hein. Donc, on essaie de ne pas perturber les équilibres autour de nous. Par ailleurs, à l'échelle mondiale, ces scénarios-là, à ma connaissance, n'ont pas été traités. Hein. Et ce serait compliqué de le faire à l'échelle mondiale, vu les disparités en termes de population, de niveau de vie, de contribution, et d'historique de contribution au réchauffement climatique. Donc ça, c'est la première question, et vous aviez très bien compris. La deuxième question, sur l'évolution de la population. Des hypothèses d'évolution de population ont été prises dans notre scénario, qui sont les hypothèses INSEE. Hein, on s'est basé sur les hypothèses INSEE et les projections INSEE pour le faire. On se rend compte aujourd'hui que ces projections, peut-être, pourraient être amenées à changer, notamment du fait du changement climatique. On a pas mal de gens tout autour de nous qui réfléchissent de plus en plus à aller s'installer dans l'Ouest. Et on voit très bien que la pression immobilière sur des villes comme Rennes, sur des villes comme Nantes, même jusqu'à Brest, devient de plus en plus forte. Alors, ce sont des villes agréables, hein, bien entendu, mais il n'y a peut-être pas que ça. On voit aussi sur l'impact du tourisme que... bon, je ne vais pas parler de l'été dernier en Normandie parce que ça va fâcher plus d'un, mais il y a un certain nombre de touristes qui viennent aussi préférentiellement regarder du coup, ce qui se passe sur les côtes de la Manche et sur les côtes bretonnes parce qu'ils ont vécu des étés difficiles en Occitanie. Voilà. Donc c'est tout à fait possible que ces hypothèses de population soient chamboulées, mais nous ne sommes pas démographes non plus, donc nous ne pouvons faire autrement que de nous appuyer sur les spécialistes et donc de prendre des hypothèses d'évolution des démographes. C'est ce que l'on a fait. Est-ce que... Oui. Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit la dame précédente. Savoir s'il y a une vision européenne des scénarios. On n'en a pas parlé. Je sais pas si... Non, pas encore en tout cas. D'accord. C'est bien des scénarios nationaux. C'est national, français, oui, okay. Tout à fait. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un quart d'heure devant nous, profitons-en. Oui. Dans les exemples que vous avez pris tout à l'heure et qui sont très pertinents et qui nous parlent beaucoup, je voulais évoquer le gaspillage alimentaire parce que je sais, pour avoir travaillé avec vos experts, qu'il y a 6-7 ans, c'est un dossier que l'ADEME a beaucoup travaillé. Alors je ne sais pas si ça a eu des répercussions ici dans notre groupement d'écoles, mais je crois vraiment qu'il faut féliciter les personnes, notamment de nos 3 villages. Feugerolles, c'est un petit peu plus restrictif que le cadre de la communauté de communes, mais dans le cadre des 3 villages, Feugerolles, Maltot et Vieux,
Il y a eu un travail important de fait avec les parents d'élèves, avec les enseignants, avec les personnes qui gèrent les repas. Et il y a eu une nette diminution du gaspillage alimentaire. Alors peut-être que vos études, vos directives, vos conférences, vos travaux ont permis justement de faire un petit peu évoluer les choses. Et je crois que ça ne perturbe pas les enfants d'être habitués à ce que, voilà, il y a une petite ration. Si on a plus faim, on peut redemander, mais on ne laisse rien dans son assiette. Et il me semble, sauf avis contraire dans le public, que c'est bien acquis dans nos 3 villages et ça me semble intéressant comme démarche. D'abord, voilà, des propositions par des experts comme vous. Après, des personnes de terrain qui s'approprient les conseils. Et puis, quelque chose qui se met en place sur le terrain, calmement, paisiblement. Et donc, si ça peut être décliné après dans d'autres endroits ou sur d'autres thèmes, bien sûr, eh bien, je trouve ça très réconfortant et très positif. Voilà. En tout cas, merci pour les personnes qui pourraient être présentes et qui ont mis en application dans nos villages la réduction drastique du gaspillage alimentaire dans nos cantines. Merci. J'aurais presque envie de ne pas réagir du tout. Hein. Merci pour cet exemple. Il faut aussi imaginer l'ensemble de la chaîne de ce que vous avez contribué à faire collectivement ici. Vous avez contribué à éviter de mettre dans la poubelle, ce qui évite évidemment un poids derrière en retraitement. Donc il y a du gain financier, il y a du gain énergétique derrière, mais avant, tout ce qui était gaspillé avant devait être produit avec les impacts que ça a en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de transport, en termes de bien-être animal aussi, probablement. Et toute cette chaîne-là, elle est importante à avoir en tête. Et il y a 2 choses que je retiens fortement de votre intervention, et je vous en remercie encore une fois. La première, c'est que c'est une action qui n'a probablement pas coûté extrêmement cher. Et la deuxième, c'est que, comme les actions de sobriété, parce que dans le sens c'est une action de sobriété, hein, bien entendu, on redéfinit le besoin et on s'adapte à ce réel besoin. Et puis le deuxième point important, c'est le rôle du consommateur, de l'acteur final, du consommateur final, qui est souvent, trop souvent, vu sur son scope, à lui, sur son petit cercle autour de lui, sans imaginer l'ensemble des impacts précédents de son acte. Quand on achète un bien, le fait de regarder d'où il vient, où il a été construit, comment il a été fabriqué, c'est aussi un acte important de responsabilisation du citoyen, mais enfin de la collectivité avec son processus achat aussi, et puis évidemment des entreprises avec l'ensemble de ses sous-traitants. Donc on a aujourd'hui dans ce cadre-là une action forte sur les acheteurs aussi, des collectivités et des entreprises, pour les emmener dans ce chemin-là. Et ça répond à votre question d'élargissement sur les autres thématiques. Merci beaucoup encore une fois. Est-ce qu'il y a un dernier souhait d'intervention avant qu'on passe sur le mot de la fin de cette conférence? Oui, madame. Oui, dernière question peut-être. Alors moi, c'est une question annexe, on va dire, par rapport à ce qui a été présenté. Et donc moi, j'ai eu la chance d'être au courant de ceci grâce à mon voisin. Nous sommes d'Amaillé-sur-Orne. Nous avons aussi un maire qui nous a consultés au sujet des éoliens, etc. Mais sinon, mon mari et moi n'étions pas du tout au courant de ceci. Et on est plutôt très, très intéressés par tout ça. Donc j'aimerais savoir comment vous communiquez. Alors aujourd'hui, je peux donner mon adresse et avoir maintenant les informations. Mais comment vous communiquez au départ? Parce que finalement, il y a très peu de personnes ce soir. C'est déjà très bien, attention. Hein, mais comment vous communiquez au départ pour qu'on puisse être averti de toutes ces choses qui sont quand même super importantes? Et le fait d'être averti et de comprendre aussi, ça permet aussi d'améliorer au final les choses. Alors, je vais laisser la communauté de communes répondre. Du coup, nos moyens de communication, c'est donc il y a des affiches qui ont été mises dans le plus de commerces possible.
bon, voilà, commerce, même des maisons médicales. Enfin, voilà, on a essayé d'être le plus exhaustif. Donc, il y a la page Facebook. Il y a eu, on n'a pas pu avoir plusieurs articles de presse, mais il y a eu un article de presse. Voilà, et puis du coup maintenant il y a la newsletter mensuelle, quoi, enfin maximum une fois par mois. Donc voilà, c'est pas facile de communiquer, effectivement, ça c'est clair, de toucher le maximum de personnes qui pourraient être intéressées, et même ceux qui ne sont pas forcément intéressés, on aimerait bien les savoir aussi. Voilà. Les flyers aussi, effectivement, il y en a eu pas mal. Oui, on a demandé aux mairies de. Voilà, on a demandé aux mairies de relayer, effectivement. Ouais. Mais on demande aussi à chaque municipalité de relayer l'information. C'est pas fait par quel moyen, peu importe, mais en tout cas, c'est vrai que la commune, à travers son site Facebook, à travers la newsletter, avec la campagne aussi d'affichage, mais également, on compte aussi sur les municipalités pour relayer l'information, puisque sinon, c'est vrai qu'on a du mal à atteindre les administrés, les citoyens. Alors, en tout cas, en tant que facilitateur, observateur, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une assez forte participation. On était entre 30 et 40 personnes à chaque conférence, peut-être un petit peu moins ce soir, mais en tout cas, je rebondis sur votre question du coup. Là, c'est un cycle de conférences qui se termine. Est-ce que dans le public, il y aura des personnes qui seraient intéressées pour que le cycle se poursuive d'une sorte ou d'une autre, et continuer à être informés, pouvoir débattre sur ces sujets de ce type-là. Donc, je vais vous demander de reprendre votre abac. Hein, si ça a un intérêt fort pour vous, vous tendez plutôt le carton vert. Si bon, c'est un peu mitigé, ou c'est orange. Et si vous voyez pas l'intérêt, vous mettez rouge. Hein, on peut aussi. Et si vous n'avez pas d'avis, vous mettez bleu. Alors, voyons un peu. Est-ce que vous souhaitez que ce cycle se poursuive et continue à avoir des conférences? Alors, levez bien parce que voilà, super. Je vois que du vert partout, donc il y a plutôt un fort intérêt à poursuivre ce type de format, ce type de schéma. Merci beaucoup, et puis je vais laisser le mot de la fin à Monsieur Gobet après ce comme plébiscite. Vous m'envoyez ravi. Merci de l'avoir, Monsieur Lefrançois, pour votre exposé. C'était vraiment très intéressant, bien sûr, mais en même temps, je dis que ça complète toute la série, cette série de conférences. Hein, et donc, encore une fois, vu ce que vous avez présenté là à la fin, en tout cas, on voit bien que c'est une demande, c'est quelque chose que, à mon sens en tout cas, on doit poursuivre, cette éducation populaire, parce que je crois que c'est en apprenant, en comprenant, qu'on peut enfin discuter, partager et savoir ce qu'on veut pour notre territoire. Peu importe ce qu'on veut, mais en tout cas qu'on puisse échanger, et on ne peut échanger que quand on sait, quand on a la matière. Sinon, à quoi bon? Ce n'est que des opinions de chacun. À partir du moment où on sait, on échange, et en plus de ça, on a eu la chance d'avoir des experts. Hein, ces conférences ont été riches. Hein, je rappelle, ce soir, nous avons l'ADEME, mais on a eu le GIEC, on a eu Négawatt, on a eu RTE, et les shifters, il ne faut pas que j'oublie. Mais quand même, je crois que dommage que l'information ne soit pas allée jusqu'au bout. Et encore une fois, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, mais je crois qu'il faut qu'on ait des relais pour tout ça. Je me rappelle très bien. C'est une piste que peut-être on pourrait saisir, pour essayer de diffuser et de complètement.
sur l'idée d'être ambassadeur du GIEC, d'autres conférences, il n'y a pas de souci. Voilà, faut juste venir vers nous. Effectivement, à la suite de la précédente conférence, on n'a pas eu de personnes qui sont venues vers nous pour nous dire « Ok, je veux y aller, contactez-moi ». Voilà. Oui. Mais de toute façon, au vu du résultat de la BAC de tout à l'heure, il est clair qu'il faut poursuivre dans ce sens, en tout cas. Et donc, et l'intention, alors du coup, je ne suis pas tout seul, mais le comité de transition énergétique va pouvoir se pencher sur le sujet. Et je crois qu'il est de notre devoir de continuer cette éducation populaire et de vous proposer d'autres conférences sur le thème de la transition écologique. Voilà. Donc je voulais vous remercier d'avoir participé. Merci Monsieur Lefrançois encore une fois. Merci Sébastien. Merci Anaïg beaucoup. Je remercie beaucoup Anaïg parce que c'est vraiment la cheville ouvrière et tout ce programme qui vous a été proposé, c'est elle qui l'a organisé. Alors merci à vous. Et puis encore, bravo. Du coup, attendez encore un petit peu, il y a les bouteilles qui arrivent pour un petit pot. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait et qui souhaiteraient s'inscrire à la fresque, allez margement. C'est la fin. Ah si. Voilà. Merci. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, avant de partir, de nous laisser un petit mot sur le mur d'expression. Ça vous a plu, ça vous a moins plu, ce que vous avez aimé, moins aimé, les pistes d'amélioration, les sujets que vous voulez voir traités. C'est important de laisser un petit mot avant de partir. Merci.